Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Caviglioli, directeur juridique corporate de BPI France, la banque publique d'investissement. Après avoir été juriste au Crédit Agricole, notamment pendant la crise des subprimes, il a également porté la robe chez Decker à Toulouse. Aujourd'hui, il nous parle des enjeux juridiques de la BPI, de la manière dont il choisit ses avocats et des ponts qui restent à construire entre avocats et direction juridique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Thomas. Bonne écoute! Thomas Caviglioli, bonjour et bienvenue dans ce podcast Objectif Client. Merci beaucoup d'avoir accepté d'y intervenir. Thomas Caviglioli, vous êtes directeur juridique corporate à la BPI. C'est bien ça, je me Tout à trompe fait, pas tout à fait. Super. Est-ce que, moi je commence souvent par ça, c'est un peu l'usage, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Je crois savoir que vous avez été dans divers services juridiques de diverses banques, que vous avez porté la robe aussi quelques années, chez Decker, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment on arrive directeur juridique de la BPI? Tout d'abord, bonjour Jérôme et merci de l'invitation et de l'opportunité d'échanger aujourd'hui. Alors mon parcours, j'ai fait un peu des choses différentes. Donc j'ai grandi, j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai fait des études de droit des affaires. Initialement, je voulais être prof. C'était vraiment, j'avais une vraie passion pour le droit. Finalement, pour des raisons diverses et variées, ça s'est pas fait. J'ai décidé de passer donc l'examen d'avocat. Donc après avoir fait donc mes études à Toulouse et à Montpellier. Et donc en fait, j'ai démarré au début puisque j'avais été finaliste d'un trophée qui existait, alors un cabinet qui n'existe plus, donc ça va un petit peu dévoiler mon âge, qui était le cabinet Andersen à l'époque. C'était le trophée du meilleur jeune fiscaliste, si je ne me trompe pas. J'avais été finaliste à l'époque quand j'étais en Master 2 à Montpellier. Et donc quand j'ai eu l'examen d'entrée au CRFPA, ils m'ont proposé de rejoindre. Donc en fait, j'ai démarré en tant que fiscaliste. Alors c'est vrai que c'est une expérience qui a été assez brève, parce qu'en fait, je suis arrivé chez Andersen donc en tant qu'élève avocat. À l'époque, j'étais au CRFPA à Versailles. En début 2002, et c'est le moment où il y a eu l'affaire Enron. Donc il y a beaucoup affecté justement ce cabinet-là, puisque c'était les auditeurs du cabinet Enron. Donc voilà, moi j'étais en période d'essai, donc j'étais jeune aspirant avocat, et donc du coup voilà, mon expérience a été un peu plus courte, et en fait du coup je suis parti rapidement en banque. Je vais faire un deuxième stage à l'école d'avocat, soit en entreprise, je crois, ou dans la magistrature, je ne me rappelle plus exactement, ça commence à dater un petit peu. Donc en fait, je suis parti chez BNP Paribas. D'accord. Dans la partie marché de capitaux, je n'y connaissais absolument rien. En fait, j'avais un ami qui travaillait là-bas, et donc voilà. Et donc je suis rentré un peu dans ce secteur des marchés de capitaux, dans le secteur bancaire. Et finalement, j'ai eu le CAPA donc à la fin de cette année-là. Et puis finalement, je suis resté dans la banque. J'ai eu une opportunité au côté cabinet, c'était pas une période très phare, 2003, donc on me proposait des stages, etc. Donc bon, voilà. À ce moment-là, ça s'est pas fait, donc je suis parti en entreprise. Donc j'ai rejoint à l'époque Crédit Agricole Indosuez, qui était un peu la banque de marché du groupe Crédit Agricole. Et donc là, j'ai fait la première partie de ma carrière. Donc du coup, j'ai passé 2 ans à Paris. Après, j'ai eu l'opportunité de partir à Londres, 5 ans. Et donc là, j'ai vraiment travaillé dans les marchés financiers. J'ai vraiment découvert ce que c'est le rôle d'un juriste dans les marchés. Quand je suis parti à Londres, j'ai eu l'opportunité d'être en salle de marché pendant 3 ans. Donc je suis arrivé dans un environnement un petit peu atypique pour un juriste. Puis je suis dans une salle de marché avec 200 personnes, des écrans partout, ça sonnait. Et puis j'étais arrivé au moment où il y avait les attentats en plus à Londres, en 2005. Je me rappelle, c'était un début un peu mouvementé. Un peu mouvementé, Vous êtes un fidèle des débuts mouvementés. C'est ça, exactement. C'est une constante dans ma carrière, toujours des rebondissements. Et donc voilà, donc ça j'y suis resté jusqu'en 2010 en fait. Donc, et pour le coup, j'ai travaillé vraiment dans la partie qui a été impactée par la crise financière de 2009. Ça, je faisais vraiment les fameux CDO. Donc voilà, j'ai connu la crise en première ligne. Et c'est vrai que du coup, c'était une période... Et 2009 en première ligne, c'était quelle ambiance? Complètement. Enfin, c'était même avant, ça a démarré de 2008. Ça a été un peu un raz-de-marée, parce que... Enfin, donc nous, en plus, c'était comme dans une banque Crédit Agricole qui avait une image plutôt conservatrice. Donc ils ont décidé très vite de couper toutes ces activités-là. Donc moi, au quotidien, j'étais en salle de marché. Entre guillemets, mes amis et mes collègues étaient les traders, les structureurs. J'avais un poste à l'époque de légal structureur, donc il veut dire
un peu un mix entre le juridique et la structuration. Et donc en fait, globalement, pour faire simple, ils ont viré pratiquement tout le monde. Donc ça a été vraiment... Donc nous, on s'est retrouvés un peu à faire la pré-vente de la crise. Ça a été donc humainement, ça a été compliqué. Le boulot a évolué. C'était un environnement qui était... j'ai eu la chance de connaître la phase montante. L'atterrissage a été très brutal. Donc du coup, je suis arrivé à un stade en 2010. Alors moi, j'ai fait... C'est l'avantage des juristes, c'est que généralement on dit on est là pour fermer la maison. Donc c'est vrai que moi j'ai pas fait partie des vagues, au contraire, ils ont voulu me garder des vagues de départ. Mais à un moment donné, c'est moi qui ai senti le besoin de dire bon, on souffle. Souffler. En plus le boulot avait changé, j'avais perdu un peu de sens. Donc je me disais bon, j'ai pas envie d'aller faire ça chez la banque X, Y ou Z parce que ça va pas radicalement. Donc j'ai choisi à ce moment-là de partir, de démissionner, de faire un peu entre guillemets une pause. Ma compagne est américaine, donc je suis parti aux États-Unis, j'ai envisagé déjà de faire un MBA. Enfin voilà, j'ai choisi de faire une pause. Et surtout que je commençais un peu en termes d'intérêt intellectuel, les marchés, juridiquement, ça devient vite assez répétitif. Alors, on trouve d'autres intérêts, mais moi j'aime le droit, et c'est vrai que je m'ennuyais un peu intellectuellement à ce niveau-là. Donc après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais après une certaine pause ? Forcément, j'aurais pu repartir sur ce que j'avais fait au début, ce que j'ai commencé un petit peu à regarder, il n'y avait pas forcément de choses qui m'intéressaient. Et donc, en fait, par réseau personnel, donc à Toulouse, dont je suis originaire, on m'a proposé de rejoindre donc, un cabinet d'avocats, un gros cabinet, parce que c'était une équipe, je ne vous dis pas de bêtises, de 30 personnes, ce qui veut dire quand même l'image de la province, qui était un des gros cabinets d'affaires connus sur la place. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bon... On parle de Decker, c'est ça ? De Decker, tout à fait, de Decker et associés. Et donc là, j'ai rejoint en fait un peu la partie conseil, on va dire, de Decker, qui travaillait beaucoup avec des banques, mais aussi pour développer toute la partie corporate, M&A, où sincèrement à l'époque je ne connaissais pas grand-chose. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, on arrive assez vite à s'adapter, les problématiques sont les mêmes. Donc finalement, j'ai passé 2 ans un petit peu moins de 2 ans, chez Decker. Et la transition justement entre le service juridique d'une entreprise et le cabinet d'avocat, ça s'est fait alors, je sais que beaucoup de gens disent que le métier est différent. Moi finalement, je pense que le juriste, on est là pour apporter un conseil. Alors, et un bon juriste, c'est quelqu'un qui a des bons réflexes, qui comprend les problèmes. On se rend compte que finalement, quelle que soit la matière, on est souvent amené... Donc bien entendu, il faut être humble déjà. Il faut avoir l'humilité de dire... d'apprendre, d'écouter, d'apprendre de ses pairs, des confrères qu'on peut avoir en face, d'être curieux. Mais finalement, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. D'accord. J'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. Bien entendu, j'ai appris, on balbutie un peu. Et donc voilà. Et c'était pour le coup une expérience intéressante parce que c'est vrai que, surtout dans un cabinet comme ça, on devient vite entrepreneur. Et ça, c'était vraiment... Et moi, ça correspondait assez à ma personnalité. Donc ça m'a beaucoup... beaucoup intéressé. Et quand vous êtes entrepreneur, du coup, vous avez commencé à développer une clientèle ? On développe une clientèle. D'abord, j'ai participé, parce que je travaillais avec le fondateur, en quelque sorte, qui s'occupait, lui, de toute cette partie-là. Donc, j'ai essayé de l'aider, justement, à porter, moi, ma vision de comment on peut structurer un peu... C'est un cabinet qui, comme souvent en province, faisait beaucoup de choses. Et qui s'était construit un peu par strates. Donc voilà, il y avait un peu une volonté d'essayer de structurer cette partie-là, conseil... aux entreprises et donc effectivement j'ai travaillé à essayer de développer ça avec des clients et à un moment donné voilà on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Bon, il y avait des propositions, des discussions d'associations. Bon, pour des raisons diverses à ce moment-là, moi aussi personnelles, j'ai choisi de plutôt repartir à Paris. D'accord. Et donc en fait on va dire que le premier opportunité que j'ai eue, c'est à nouveau dans le groupe Crédit Agricole. D'accord. Donc retour à la maison. Exactement, en quelque sorte. J'étais parti en très bon terme, au moment où je suis parti, donc j'ai été recommandé. Et donc tout s'est passé de façon assez fluide. Donc là, j'ai rejoint un autre métier, qui était le crédit à la conso, qui avait rien à voir. Alors du coup, pour le coup, dans des fonctions, effectivement, pareil, groupe corporate. Donc j'étais pas dans l'opérationnel, j'étais dans tout ce qui était le M&A, avec un marché qui bouge beaucoup. C'est un métier intéressant parce qu'il y a beaucoup de joint venture, de rapprochement. Alors je suis arrivé dans une phase où c'était un peu la descente, où on essayait plutôt de réduire la voilure. On a vendu des entités dans des pays nordiques, en Grèce, etc. Et après j'ai reconnu la croissance. Donc là on faisait beaucoup de M&A, beaucoup de corporate, de gros partenariats, du financier, donc tout le refinancement et tout l'international. Donc on animait
la fonction juridique en fait au sein du groupe. C'était un groupe qui était présent en Europe et en Chine, donc il y avait pas mal d'entités. Voilà, ce qui m'amène plus ou moins avec une interlude. À cette époque-là, j'ai fait un executive MBA, le SCP. Ouais. Je leur suis très reconnaissant de m'avoir permis de faire d'avoir permis de vivre cette expérience-là qui a été très riche humainement avant tout, parce que ça a été vraiment une belle expérience et qui a un bon checker, quoi. Ça mélange bien, ça permet un peu de redonner de la perspective. On s'en rend pas compte tout de suite, mais on apprend pas mal de choses, même si effectivement ça peut être un peu. On peut avoir l'impression que c'est un peu saupoudré, parce qu'effectivement on travaille, c'est un peu une école de commerce accélérée, mais finalement avec des gens, on a un peu plus de maturité, donc on arrive quand même à apprendre pas mal de choses. C'est des choses que tu conseillerais, les MBA ? Moi, je pense que oui. Alors après, c'est un investissement à la fois en temps personnel, en financier. Bon, généralement, on est accompagné par son entreprise, donc il faut vraiment avoir cette volonté-là, parce que c'est vrai que je vais pas mentir, pendant 2 ans, ça bouleverse un peu son quotidien, parce que on travaille, on étudie, on a une vie privée, souvent une vie de famille, des enfants, etc. C'est compliqué. Donc, mais oui, moi humainement, ça a vraiment été avant tout une expérience humaine. Je trouve que j'ai fait vraiment de belles rencontres. J'ai gardé des amis, on rencontre des gens qui viennent d'horizons différents. Et on s'en rend pas compte tout de suite, mais on apprend beaucoup de choses, en fait, effectivement. Malgré ce saupoudrage, derrière, on est un professionnel plus sûr de soi, on a une vision qui est un peu plus acérée, je trouve, sur pas mal de choses. Donc moi, oui, c'est clairement une expérience que je recommande. Donc Crédit Agricole. Voilà, MBA. Crédit Agricole. Derrière, on vient me proposer une expérience de secrétaire général, donc qui était un peu d'élargir le spectre. Voilà, le spectre, dans une boîte beaucoup plus petite, qui était à l'époque une filiale de la Société Générale et de la Poste. J'arrive au moment de la sortie de la Société Générale. Et en fait, donc là aussi, à nouveau, un rebondissement, parce qu'en fait, j'ai été recruté par une personne. Quand j'arrive, c'était une autre personne qui était le président du directoire. Et pour dire les choses franchement, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc du coup, ça n'a pas fonctionné, ce qui fait partie d'une carrière. Voilà. Donc du coup, ça a été l'opportunité de faire autre chose, justement. Et donc là, du coup, j'ai rebondi justement chez BPI France, par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Et donc j'ai rencontré Boubacar Dione, qui est le directeur juridique groupe, et qui m'a proposé donc de rejoindre cette équipe et avec une volonté de redynamiser, de construire, avec un projet qui était attirant, et donc il m'a fait confiance. Et voilà, et donc j'ai rejoint BPI France c'était le début du 2e confinement, donc octobre 2020. De timing. Voilà, donc je suis arrivé, je crois que c'est le 12 octobre, et donc fin du mois, boum, le confinement. Donc je suis arrivé en plus à cette époque-là, c'était toujours un peu les mesures post, donc l'équipe était là la moitié du temps, donc finalement j'ai vu un peu mon équipe, mais ça a été assez rapide, et donc voilà, donc ça fait bientôt pas loin de 2 ans que j'ai rejoint BPI France. Très clair. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer aujourd'hui la structure de la BPI ? Parce que nous, jeunes entrepreneurs, avec des start-upers à côté, on connaît évidemment la partie investissement qui a été assez active ces dernières années, mais je crois que c'est beaucoup plus large que ça, la BPI. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est structuré ? Alors oui, assez rapidement, et puis j'espère que je dirai pas de bêtises, mais BPI, c'est né de la volonté du président François Hollande, et ça a été le regroupement de différentes entités, donc de différents métiers. Comme tu le disais, il y a le métier de l'investissement, donc qui était composé de la CDC et du FSI, donc là qui est une activité de fonds propres, alors dans des entreprises de différentes tailles. Qui est effectivement une des activités les plus emblématiques, puisque on participe à la création des licornes, etc., des champions de demain. Pour en revenir au juridique, ils ont une direction juridique dédiée, qui s'appelle la direction juridique investissement, sous la responsabilité de Sophie Paquin, donc qui sont aux côtés des investisseurs et qui accompagnent les équipes dans toutes leurs opérations. Ensuite, il y a le métier, on va dire, d'Oseo, qui était l'établissement de crédit, donc qui était l'établissement qui avait la licence bancaire. Alors Oseo, c'était quoi ? C'était de la garantie, donc une activité de garantie de prêt des autres établissements de crédit, donc pour permettre justement de financer des choses qui auraient été peut-être difficilement finançables sans cette garantie-là. C'est une activité de financement de l'innovation aussi, donc toute l'aide à l'innovation, où
où on distribue de l'argent du compte propre et pour le compte de l'État. Et c'est aussi une activité bancaire classique, selon le principe du cofinancement. Donc on n'est pas en concurrence des banques commerciales, on vient à côté. Qui est un peu un principe général de BPI France. Ensuite, c'est le métier de l'export, de l'international, avec la partie qui est exercée au nom et pour le compte de l'État, donc l'assurance crédit, et aussi une activité de financement à l'international. Et c'est aussi des nouveaux métiers, notamment le métier de l'accompagnement que mon équipe soutient, qui consiste qui faisait partie aussi des missions d'intérêt général qui ont été confiées à BPI France, et qui consiste à accompagner les entreprises dans leur croissance. Donc leur donner les clés, un peu comme vous finalement qui aidez les avocats à grandir, là c'est un peu la même chose. C'est comment, alors par le biais d'accélérateurs, donc en mettant en commun, en faisant des formations, comment on arrive à permettre aux TPE, PME et ETI, qui sont le cœur d'entreprise de BPI France, de grandir. Voilà un petit peu le panorama des activités. Très clair. Donc investissement, bancaire, export international et accompagnement également des entreprises. Toi aujourd'hui tu es directeur juridique corporate. Tout à fait. Du coup, quel est ton champ d'intervention à toi dans tout ça ? Alors, le champ d'intervention, donc du coup, comme j'ai commencé un petit peu à le décrire, on a une direction juridique groupe qui est composée de différentes directions juridiques, dont celle dont j'ai la responsabilité. Donc en fait, certaines directions juridiques sont dédiées à des métiers, assez classiquement, donc j'ai mentionné l'investissement. Même chose pour l'export, ils ont une direction juridique dédiée qui accompagne les opérations, qui est divisée sur la partie assurance crédit et la partie financement. Ensuite, tout le reste, ils ont ce qu'on appelle des juristes métiers en interne, donc ce sont des juristes qui sont dans les métiers, qui accompagnent au quotidien donc les équipes. Et donc ensuite, il y a, entre guillemets, la direction juridique groupe à proprement parler. Alors, elle est composée d'une équipe qui s'occupe de la gouvernance, d'une équipe qui s'occupe sous la responsabilité du directeur juridique groupe, des outils, de la coordination, et après de la direction juridique corporate. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous ? On fait déjà tout ce que font pas les autres, donc tout ce qui est le rôle un peu d'une fonction juridique centrale, donc négocier les contrats, le droit de la propriété intellectuelle, les marques, les contentieux, tout ce qui est le refinancement également de l'entreprise. Enfin voilà, donc tout ce qui n'est pas vraiment métier, globalement, ça va venir de notre côté. Et puis sur la partie bancaire, on intervient aussi beaucoup sur tout ce qui, je dirais, pour être un peu le contrepoids des juristes métiers, donc représenter la direction juridique groupe dans toutes les créations de nouveaux produits, etc. Alors ensuite, bien entendu, on accompagne toutes les fonctions transverses. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc on a des profils, nous, de juristes droit des affaires, avec certains qui peuvent avoir des spécialités, plus une partie, donc on est une personne, et on est en train de recruter une deuxième personne pour la partie financement. Donc là, on est vraiment sur refinancement pour compte propre, sur des profils très spécialisés. Sinon, on est plutôt sur des juristes, généralistes du droit des affaires. Et tout ça pour une équipe de combien de personnes ? Alors, on est 8 collaborateurs et collaboratrices et 2 stagiaires permanents. Donc, je tiens à les mentionner parce qu'ils contribuent fortement à nos activités. Et donc, voilà. Donc, globalement, à l'intérieur de ça, à part la partie vraiment financement pour compte propre, tout le monde est polyvalent. Donc, on peut faire de tout. Alors, aujourd'hui, un de nos thèmes phares, c'est clairement la digitalisation. D'accord. Donc BPI France a créé une vraie banque en ligne, qu'on appelle Belle, donc la banque en ligne. Donc et là on travaille vraiment en mode start-up. C'est comment on crée finalement une interface de banque en ligne. On a on travaille beaucoup avec la direction de la transformation digitale. Donc tous les métiers se transforment. Forcément le confinement, ça a été un saut. Voilà, ça a été un saut dans l'inconnu, mais qui a permis de faire des progrès en peu de temps, parce que finalement tout le monde s'est retrouvé obligé de travailler à distance. La signature électronique, c'est devenu un must-have aujourd'hui. Et donc globalement tous les process aujourd'hui sont digitalisés. Ça pose on a beaucoup de plateformes. BPI France, on communique beaucoup. On a beaucoup donc de sites internet. Donc voilà, on a beaucoup de problématiques de plateformes, de CGU. Voilà, donc on a un métier qui est riche, qui est parfois compliqué parce qu'on est extrêmement sollicité. On a un gros volume. On a des petites choses, on a des grosses choses. Donc par rapport pour revenir un petit peu à ça, au métier d'avocat, c'est quelque chose que nous on fait beaucoup de choses en même temps. Et des choses importantes, des choses qui le sont moins, mais qu'il faut quand même aussi arriver à traiter. Et donc c'est un peu ça, je dirais, le challenge du métier de juriste d'entreprise, dans une entreprise qui est quand même très dynamique, qui est aujourd'hui très visible. Donc on a avec un directeur général que je pense qui est assez emblématique et qui est tout le temps à pousser à
aller vers des nouvelles choses qui est très dynamisant, mais qui aussi parfois faut arriver à suivre. Hein, c'est un peu notre sujet. Voilà. Donc de gros enjeux sur cette digitalisation qu'on comprend très très bien. Et juridiquement, aujourd'hui, quels sont les thèmes les plus chauds, j'ai envie de dire, à l'intérieur de cette digitalisation? Est-ce qu'il y a des choses, en fait, des compétences qu'on n'a pas vraiment encore en interne, qu'on essaie de développer? Alors je pense que un des gros sur le digital, un des gros enjeux, déjà il y a le développement de toute l'industrie informatique en SaaS, quoi. Hein, donc l'utilisation du cloud qui pose des sujets de sécurité informatique, mais globalement on a effectivement toute cette problématique du SaaS. Un des gros enjeux, je pense que tout le monde le connaît, le subit, c'est le RGPD. Hein. Ouais, bien sûr. Alors ça peut être une opportunité, c'est souvent vu comme une contrainte, mais effectivement la maîtrise de la donnée, qui est une opportunité et aussi une contrainte, puisqu'aujourd'hui on doit à nos clients une rigueur extrême en la matière, et donc c'est quelque chose qui est effectivement transverse à tous nos projets informatiques, tous nos projets de digitalisation. Le traitement de la donnée, c'est clé. Alors nous les banques, un des challenges qu'on a, c'est qu'on est quand même une industrie qui est très réglementée. D'accord. Quand on analyse donc typiquement des solutions informatiques, on a des contraintes de l'EBA, qui est l'autorité bancaire européenne. On a un arrêté de 2014. Donc on a des contraintes fortes. Et quand on est face à des éditeurs de solutions logicielles américaines, pour ne pas les nommer, c'est compliqué, parce qu'on a des standards contractuels qui sont assez contraignants. Donc à chaque fois, c'est des négociations très longues, ardues, qui réunissent un métier qui ne comprend pas toujours ce qu'on raconte, la sécurité informatique, enfin voilà, donc ça nécessite beaucoup de savoir-faire aussi pour arriver à trouver des compromis, et voilà, donc c'est ça un petit peu les challenges qu'on a, c'est comment arriver à concilier ces contraintes avec un monde digital qui veut aller vite, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Ouais, très clair. Donc une équipe de 10 personnes, avec divers sujets, des gros sujets autour de la digitalisation, en particulier le RGPD, les contraintes bancaires, puis des sujets un peu plus courants aussi, autour de contrats, de marques. Tout à fait, contentieux, des choses très classiques. Clair. Et justement, donc du coup, dans cette direction juridique, comment s'articulent les avocats? Est-ce que vous faites souvent recours à des cabinets? Si oui, pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce qu'on prend beaucoup de volume et qu'en fait on veut se décharger une partie de ce volume-là? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'une expertise particulière? Comment on fait appel aux avocats chez vous? Alors, donc je vais vraiment parler pour la direction juridique corporate, pas pour BPI dans son ensemble. Clairement, on n'est pas l'équipe qui aujourd'hui fait le plus appel aux avocats. D'accord. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, effectivement, on a internalisé, donc on a des compétences en interne, et donc le but est de les utiliser. Donc on va utiliser les avocats, pourquoi? Bon, bien entendu, classiquement, si on a besoin d'une expertise particulière, alors notamment en matière de réglementation bancaire, quand on fait des nouveaux produits, notamment quand on a travaillé sur des sujets liés, par exemple, à la directive DSP2, donc tout ce qui est l'open banking, etc., où effectivement, là, on a vraiment besoin, à un moment donné, d'aller chercher une expertise sur la signature électronique également, pareil, sur une logique d'expertise. Donc voilà, il y a cette logique d'expertise. Pareil sur des sujets plus de droit des nouvelles technologies. Alors ensuite, effectivement, on peut être amené à faire appel à des cabinets d'avocats en débordement, en quelque sorte, quand on est saturé. Alors c'est là où je trouve où c'est compliqué, puisqu'en fait aujourd'hui, on n'a pas d'offre qui correspond vraiment à ça, de dire moi je vais venir quelque part travailler avec un client et lui permettre d'externaliser, de faire de l'externalisation, sachant que forcément on ne peut pas se permettre de payer 400 € de l'heure quand on va externaliser une négociation de contrat. Donc c'est vrai que là, alors on le fait parfois sur des contrats vraiment clés, mais c'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver. Alors on va travailler peut-être parfois avec des plus petites structures, mais effectivement une structure d'honoraires qui correspondent à ce type de besoin, ou éventuellement il y aurait des recours à des outils qui permettraient un peu de digitaliser, enfin voilà. Donc il y a toute cette partie-là. Et après, effectivement, on va avoir encore des avocats si on a des contentieux. Si on a des contentieux sur la partie refinancement, on a des programmes d'émission. Donc là, on a des legal opinions qui sont émises. Les programmes sont... La plume est tenue par les avocats. Donc voilà un petit peu
je dirais, la diversité de missions qu'on peut confier à des avocats. Bon, après, sans rentrer et sans marcher sur les pieds de mes collègues, voilà, on a beaucoup d'avocats qui interviennent sur du transactionnel, sur la partie investissement. Bien sûr. Bon, je suis pas celui qui peut en parler le mieux, puis j'en ai pas la responsabilité, mais sur toutes les transactions de M&A, il y a des avocats qui tiennent la plume la plupart du temps. Pareil sur des financements, etc. Donc voilà. Et je reviens sur un point qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, donc on a un excès de charge sur lequel on aimerait et on fait un petit peu se décharger du côté d'avocats. On a du mal à trouver des offres pertinentes. Vous avez parlé notamment de prix. Ouais. Il n'y a pas les offres disponibles aujourd'hui sur le marché. Le détachement ne fait pas l'affaire. Alors, le problème, c'est qu'en fait, c'est encore un peu différent. Parce que là, c'est de dire, finalement, je mets en place un système où je peux faire appel à la demande. Enfin, si effectivement, à la demande, voilà. Et il faut effectivement, et ça. Alors peut-être que je n'ai pas la prétention de connaître la totalité, mais c'est vrai que soit on est face à des gros cabinets qui sont restés sur un... Alors on peut arriver à négocier des forfaits, mais enfin bon, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'effectivement une négociation, ça peut être très simple, ça peut être très compliqué. Très long, ouais. Donc après, il faut rentrer dans des phases, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à ma connaissance, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui, pour le coup, pourrait, si on arrivait effectivement à avoir un business model où l'avocat gagne sa vie, parce que c'est normal, et finalement l'entreprise, voilà, une offre de valeur qui est compétitive, oui, clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on pourrait être intéressé. Je pense qu'on ne serait pas les seuls. Ok, et donc là, un des problèmes principaux reste la facturation au temps passé. Finalement, vous avez parlé de forfait. J'ai une question moi là-dessus. Est-ce que les dossiers, les contrats par exemple qu'on envoie parce qu'on a un peu trop de charges et qu'on aimerait décharger sont toujours de la même structure? C'est le même type de dossier à chaque fois? Oui, après ça peut sur de la négociation de contrat, typiquement si on prend du contrat informatique où on en a beaucoup et parfois on a... Oui, c'est toujours à peu près la même chose, effectivement. Donc en fait, ce serait presque un accord sur plusieurs années avec un cabinet d'avocats, avec un prix par contrat, par dossier. Exactement. Alors après, ça serait à créer, mais effectivement, je pense que ça pourrait répondre à un besoin. D'accord. Alors c'est vrai que je pense aussi qu'il y a toute la dimension justement outils, comment on arrive, parce que même nous en interne, on se pose la question de comment mieux faire notre travail, comment déjà arriver à garder des équipes intéressées, parce que quand on fait du gros volume, il faut arriver... Il y a des choses qui sont moins intéressantes que d'autres. Il y a des choses moins sympas. Donc comment on arrive à concentrer les forces vives et les talents sur les choses intéressantes, sur la valeur ajoutée. Et donc c'est vrai que là, il y a toute une problématique, effectivement, là-dessus, je pense, qui est commune à beaucoup, c'est comment on arrive, effectivement, à traiter ce flux avec une offre qui peut être... voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, en interne, on voit aussi le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive nous-mêmes à nous digitaliser. Ouais. Et là, c'est vrai que... Alors, il y a des outils, aujourd'hui, on regarde, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en avance que nous, mais c'est vrai que, typiquement... Les avocats là-dessus, j'ai pas trouvé qu'il y ait une offre. Voilà. Je dirais, il y a l'avocat traditionnel qui soit le travail transactionnel qui est bien couvert. Bon, il y a tout type de cabinet, du plus gros au plus. Mais c'est vrai que là-dessus, finalement, je trouve qu'il n'y a pas eu de révolution sur l'offre de services juridiques vraiment là-dessus. D'accord, la capacité à faire une offre à la demande avec les outils adaptés. C'est ça, voilà, avec un prix qui peut marcher pour tout le monde. Et voilà, donc c'est vrai que ça nécessiterait un peu de repenser ça, mais je pense que c'est effectivement... Très clair, hyper intéressant. Et donc pas mal d'avocats différents qu'on appelle soit pour leur expertise, notamment sur les contraintes bancaires, des nouveaux sujets autour de nouvelles technologies, si vous avez parlé de signature électronique, etc., d'excès de charges, contentieux. J'imagine que les cabinets d'avocats auxquels vous avez recours sur ces différents sujets ne sont pas forcément tous les mêmes, n'ont pas la même structure. Non. Quel est un peu le panel de cabinets d'avocats qu'on utilise dans votre direction juridique Alors, à nouveau, je parle un peu pour mon précaré. Je sais que chacun a ses correspondances, ses façons de fonctionner. Donc sur la partie, on va dire, un peu corporate, donc centrale, on a effectivement un panel. Alors, à la différence de moi, ce que j'ai pu connaître avant, pour pas les dénoncer, dans le groupe Crédit Agricole, on a des panels qui sont construits avec les achats, qui sont des panels obligatoires, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de passer par ces panels-là. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très très normé. C'est pas du tout le cas chez BPI France. Donc on a un panel qui est plus consultatif, qui est
les avocats avec qui le groupe a travaillé et qui par définition ont apporté satisfaction. Et après, on fait appel à des beaucoup plus petites structures en fonction de nos besoins. Alors ça peut être effectivement tel collaborateur ou collaboratrice qui a eu une bonne expérience avec tel cabinet. Donc c'est vrai que nous on a fait appel à des petits cabinets, comme à des gros cabinets, à des cabinets anglo-saxons, comme à des cabinets français. Voilà, donc on peut faire appel à une certaine diversité de. Donc un 360 sur les typologies de cabinets, ouais, quoi. Tout à fait. Ok, donc on a un panel qui est plutôt consultatif, donc concrètement on fait une liste des avocats avec lesquels on a déjà travaillé. Exactement. Okay. Et ça vous, parce que vous dites, finalement, vous semblez dire en tout cas que c'est assez libre, vous êtes assez libre d'aller chercher un autre cabinet. Alors après, la logique, c'est effectivement, voilà, on n'est pas dans la logique, c'est que, alors d'ailleurs là-dessus on progresse parce qu'on a quand même négocié avec quelques cabinets des honoraires entre guillemets négociés, préférentiels. Donc forcément, c'est toujours pareil, il faut faire du volume pour arriver à obtenir donc on a quand même cette logique d'utiliser les mêmes cabinets. Et puis, on a tout intérêt de toute façon travailler avec des avocats qui nous connaissent bien, de créer un relationnel, on va beaucoup plus vite. Mais après, effectivement, oui, si sur un besoin ponctuel, on estime que la typologie de cabinet qu'on a sur ce panel-là n'est pas la bonne, ou que, voilà, on est complètement libre d'aller chercher voilà, d'autres personnes. Et quand vous avez besoin d'un cabinet d'avocats, peut-être par exemple sur un nouveau sujet, nouveau sujet avec une expertise précise, comment vous choisissez, qu'est-ce que vous regardez dans le cabinet en particulier pour vous dire, tiens, je vais aller l'appeler lui plutôt qu'un autre? Alors, c'est plein de choses. C'est déjà, je dirais avant tout, l'expérience qu'on a pu avoir avec ces avocats-là. Ouais. Donc, alors, soit son expérience personnelle, soit l'expérience de ses collègues qui ont pu travailler avec tel ou tel avocat, dans son réseau personnel. Donc bien entendu, ça c'est le premier élément. Ensuite, parfois, moi je consulte aussi les classements. Ok, c'est quelque chose que... Quel classement vous regardez du coup? Les classiques, le Legal 500, Chambers, enfin voilà, les choses assez classiques. Et après, je trouve que de temps en temps, c'est aussi bon d'aller interroger des gens qu'on ne connaît pas. Okay. Pour aller voir, parce que je pense que des fois on peut ronronner certaines personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Donc c'est aussi bon de temps en temps donc généralement on fait des appels d'offres suivant les montants, donc d'aller éventuellement se dire tiens là on va aller interroger une nouvelle personne pour qu'il vienne se présenter, voir sa proposition. Mais c'est vrai que l'intérêt quand même c'est d'arriver à fidéliser. Ouais, bien sûr. L'intérêt c'est de fidéliser, tout d'abord parce que je pense qu'effectivement on arrive en termes d'honoraires, c'est plus rentable. Et puis surtout, on se connaît bien, on sait comment les équipes fonctionnent. Chaque entreprise a un peu sa culture, ses petits dadas, ses façons de travailler. Chaque aussi directeur juridique ou responsable juridique ou collaborateur a sa façon de travailler. Donc voilà, on gagne du temps quand on travaille avec des... Très clair. Donc de votre côté, comme du côté du cabinet d'avocat, d'ailleurs, il faut vraiment investir dans la relation long terme avec le client. Là-dessus, quels sont un peu les grands j'allais dire critères, en tout cas points d'attention? Est-ce qu'il y a des cabinets par exemple avec lesquels vous avez une relation forte qui fournissent des points de satisfaction un peu exceptionnels où on se dit vraiment tiens ce cabinet-là il fait telle ou telle chose et j'aime beaucoup ça donc j'aime bosser avec lui, ou à l'inverse est-ce que vous êtes tenu de ne citer personne Non, moi je serais... des points où sur tel ou tel dossier vous vous dites là ça s'est vraiment mal passé pour telle raison. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors je dirais que quelque part, il y a finalement ce qui doit être donné, qui est la compétence technique. Ouais. Bon, après, sinon, si vraiment on n'a pas la compétence technique, on s'est planté au début. Par contre, il est vrai que sur certains sujets, il y a vraiment des experts qui, dans le marché, vraiment sont au-dessus. Bon, après, je pense que ce qui est très important, c'est la dimension humaine, en fait, finalement, de la relation avec l'avocat. Même pour les juristes, c'est le savoir-être. C'est-à-dire que finalement... moi, j'apprécie des avocats qui vont faire preuve d'une certaine humilité, déjà, simplicité, qui vont savoir se mettre au service de leurs clients et pas faire quelque part la promotion de leur service. C'est vrai que parfois, j'ai eu l'expérience avec des avocats qui en font trop, sincèrement. Ah ouais, ou quoi est-ce qu'ils en font trop? Qui, par exemple, vont vouloir, dans un deal, avoir quelque part se mettre finalement un peu trop en avant, alors que finalement on doit être au service de son sujet et pas compliquer les choses. Donc des fois, effectivement, il y a des égos qui peuvent rentrer en jeu, on se retrouve à passer plus de temps qu'on aurait dû sur des choses. Donc voilà, avoir des gens qui sont pragmatiques, donc qui vont avoir une approche constructive, donc qui vont tout de suite proposer une solution,
qui comprennent bien ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, notamment dans mes précédentes fonctions, on va chercher un avocat parce qu'on sait qu'il a travaillé avec un concurrent. Donc on sait qu'il connaît déjà les problématiques, ou il a été face à la contrepartie qu'on va avoir. Donc on sait que là-dessus, on va gagner du temps. Donc, ça, c'est du coup un gros critère, savoir que l'avocat, la connaissance de l'industrie, a déjà travaillé avec ça, c'est clé. Okay. C'est clé. Bon, sachant que moi, je viens quand même d'une industrie où la banque, c'est très réglementé. Donc on est quand même vraiment sur des gens qui, on a peu de généralistes, quoi. Finalement, c'est quand même une grosse industrie de spécialistes. Hein, Donc, mais c'est vrai que ça peut être effectivement aller chercher quelqu'un qui a déjà travaillé avec tel partenaire ou parce qu'on sait qu'on va gagner du temps. Et après, c'est effectivement comprendre la culture de l'entreprise, être à l'écoute du client. Bien sûr. Ça, c'est vraiment clé. Okay. Hein, c'est être à l'écoute. Voilà, après bien entendu il y a les honoraires, il y a les sur les mêmes sujets. Petite question pragmatique, mais comment vous savez qu'un avocat a déjà travaillé avec un concurrent? C'est les bruits de couloir, vous cherchez sur certaines... Ça c'est généralement parce que quand on est, moi ça m'est arrivé sur des négos on sait qu'un tel a travaillé et puis quand on va voir l'avocat, quand on lui fait une proposition, de toute manière il va nous le dire, mais effectivement on le sait généralement. D'accord, ok. Oui, c'est finalement des petits milieux, donc on sait qui a travaillé sur quoi, donc on sait que si on va chez tel avocat, finalement on bénéficie de ce qui a pu déjà être fait avant. Ouais. Ok, et en dernier point, vous mentionnez le prix, ce qui est normal. Est-ce que vous avez des sujets principaux là-dessus? Vous avez un peu mentionné le temps passé. Vous trouvez que les avocats ont du mal à construire une offre de prix qui soit compétitive? C'est vrai qu'aujourd'hui, sincèrement, le temps passé, c'est de plus en plus compliqué à vendre en entreprise. Hein. Surtout qu'en fait, moi, ça me choque pas que quelqu'un vende son temps. Il y a beaucoup de métiers qui fonctionnent sur le principe-là. C'est vrai qu'après, c'est un peu décorrélé de la valeur qui est apportée au client. D'accord. C'est que sur un dossier où quelque part un client va gagner beaucoup d'argent, on peut aussi payer beaucoup d'argent. Donc en fait, finalement, c'est ça. Il y a ce côté immuable du temps passé sur des choses où effectivement il y a plus ou moins de valeur pour le client qui font qu'on peut pas payer voilà et puis c'est vrai qu'une réunion où un cabinet arrive à 4 et vous savez qu'une heure ça fait x4 parce que vous payez les honoraires de chacun, y compris du stagiaire, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que ça aussi c'est voilà. Et si on prend votre cabinet d'avocat préféré? Je ne sais pas si j'en ai un, mais non, je pense pas en avoir un. En tout cas, celui avec qui c'est le plus fluide. Comment, du coup, avec lequel vous avez l'habitude de fonctionner, comment ça fonctionne? Vous êtes au temps passé, mais juste il y a une relation de confiance. Est-ce qu'il a fait l'effort de faire des forfaits, peut-être? Alors, là-dessus, il y a les choses claires. Généralement, le forfait, ce qui est compliqué, c'est que ça marche avec du récurrent et ce qu'on maîtrise bien. Bien sûr. Parce que forcément, l'avocat, si vous lui dites du forfait sur quelque chose qu'il peut pas, qu'il maîtrise pas bien, soit il va vous mettre un forfait très élevé, soit il va vous mettre ce qu'on appelle des assumptions, hein, donc, et à la fin, le forfait il fonctionnera jamais. Donc du coup, le forfait, ça pourrait marcher justement sur une offre assez récurrente, typiquement ce qu'on parlait au début, où on maîtrise quand même le temps passé, etc. Après, non, on va être sur effectivement du temps passé avec un cap. Donc c'est-à-dire que et c'est là-dessus où on va négocier un petit peu. Bon. Et après, je pense qu'effectivement, il faut, pour un avocat, il faut arriver à créer aussi une relation continue. Donc une fois que finalement on arrive à créer cette confiance, les honoraires, ça se passe bien. Il faut aussi qu'on voit que l'avocat maîtrise son temps passé, c'est qu'il est assez... qu'à un moment donné, il va vous avertir, attention là, parce que moi j'ai connu typiquement dans les banques, parfois c'est notre faute si on paie cher. Parce qu'on est des clients compliqués, il y a beaucoup de comités, on pose beaucoup de questions, donc finalement, si l'avocat n'y a pas autant de temps, c'est à cause du client. Faut dire les choses. Donc c'est vrai que c'est là aussi que le juriste doit intervenir. Pour un moment donné, faut pas appeler l'avocat pour tout n'importe quoi, sinon à la fin, ça va coûter très cher. Donc il faut appeler, dans du transactionnel, il faut recourir aux avocats pour les bonnes choses. Il faut bien gérer ça. Et on veut aussi des avocats qui aient un petit peu une approche responsable, parce qu'il faut prévenir, quand on est à un milieu de budget, dire voilà, attention, vous arrivez là. Nous on pense qu'il y ait de la communication, que ça soit fluide. Je pense que les honoraires, même si je sais que certains avocats, des fois c'est compliqué, faut en parler ouvertement. Vous trouvez qu'ils ont du mal à en parler, que vous n'êtes pas au courant? Ça dépend, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple.
pas toujours simple. Et donc ça, alors que je pense qu'effectivement, bon, dans les grosses entreprises, on a quand même une relation qui est assez décomplexée là-dessus. Mais quand moi j'étais avocat, c'est vrai que dans une structure plus petite, j'étais surpris par des fois, voilà, c'est un peu tabou et il y a une addition qui arrive à la fin, c'est pas trop. Je pense que c'est pas la bonne façon de la prévisibilité, savoir combien on va payer, c'est important. Ouais. Et toutes les grosses entreprises sont pareilles, on a des budgets. Hein. Ouais. Donc quand on lance un projet, on va budgétiser toutes les dépenses, dont les dépenses d'avocat si besoin. Et donc effectivement, il faut arriver à être précis là-dessus. Et je pense aussi pour un avocat, il faut savoir aussi à un moment dire, je vais peut-être en perdre un petit peu d'argent là-dessus. Et puis sur la durée, voilà, il faut avoir une vision un peu dans la durée. Parce qu'effectivement, en tant que client, je vais apprécier qu'un cabinet me dise, là, ça n'a pas fonctionné, ça a été... je ne vais pas vous facturer, je vais vous facturer la moitié de ce que j'aurais dû vous facturer. Derrière, on s'en rappelle. S'adapter, faire des gestes. Voilà. Et je pense que ça aussi, c'est important, ça crée de la confiance et ça crée de la relation dans la durée. Très clair. Et là, tu vois, le fonctionnement idéal, du coup, j'ai Charlotte de Drezy, qui est directrice juridique de Mano Mano, qui m'avait dit qu'elle appréciait beaucoup un fonctionnement d'un cabinet d'avocats particulier, qui lui envoyait carrément sa timesheet tous les vendredis pour qu'elle soit en permanence au courant des dépenses de la semaine. Ce serait quelque chose comme ça, aussi loin. Après, pour moi, ça serait pas forcément utile à ce niveau-là, mais ça serait un peu plus macro. Mais effectivement, oui, je pense que la transparence, elle est utile. Okay. Elle est utile et effectivement, il n'y a rien de pire que l'avocat qui vous appelle 15 jours après le closing, qui vous dit bon, j'ai un problème, on y a passé beaucoup plus de temps que prévu, et c'est vrai que voilà, enfin. Et on peut l'entendre, hein, et c'est pas toujours la faute de l'avocat, mais effectivement, voilà, il faut anticiper, il faut être transparent, il faut en parler, ça permet de réajuster. Dans les entreprises, on a des exercices budgétaires, donc voilà, si à un moment donné on est parti trop bas, on peut revoir, mais il faut anticiper, il ne faut pas attendre le dernier moment, ça c'est certain. Très clair. Autre sujet, j'imagine que vous me dites si je me trompe, mais que pour un directeur juridique, un des enjeux clés, c'est aussi de se tenir informé, informé des deals, informé de l'évolution juridique, entre guillemets, de l'actualité juridique, de se former en permanence, etc. Personnellement, comment vous faites ça? Où est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous êtes sur certains réseaux sociaux, sur des newsletters? Est-ce que vous faites des formations? Comment vous faites? Un peu tout ça. Un peu tout ça. Déjà, c'est avant tout quand même d'être curieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur une matière qui évolue tout le temps. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets digitaux, donc il faut à la fois comprendre les évolutions juridiques, mais aussi les évolutions techniques. Donc effectivement, nous déjà, on a des outils digitaux, hein, on a des abonnements papier, donc vous êtes abonné lire, il faut arriver. Alors, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'effectivement, le jour où on fait plus ça, c'est très dangereux. Et après, oui, effectivement, pour le coup, j'apprécie beaucoup les avocats qui viennent me proposer du contenu. C'est vrai. Oui, parce que je pense que c'est important. Ils ont effectivement une force de frappe que... Alors, par exemple, quand j'étais chez Crédit Agricole, on avait une veille juridique qui était très structurée. Donc là, c'est vrai qu'en interne, on nous mâchait le travail et c'était très très bien. Bon, BPI-France, on n'a pas la force de frappe d'un gros groupe bancaire, donc effectivement, c'est un peu plus artisanal. Donc là, effectivement, j'apprécie les avocats qui vont venir nous proposer des formations, me transmettre leurs articles, par exemple. Je trouve que voilà. Directement, par mail ou par LinkedIn oui, tout à fait. Par mail, effectivement, c'est intéressant. Et puis, c'est un bon moyen, voilà, d'être, je dirais, à la pointe de ce qui peut se faire. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je pense aussi que dans la relation avec un cabinet, c'est comme ça aussi qu'on crée une relation de long terme. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient que pour taper à votre porte pour vous demander des dossiers, voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il amène de la valeur sur la durée, effectivement, et ça, c'est intéressant. Et pour le coup, quelque chose aussi que je trouve qui est un petit peu... finalement, que les avocats ne font pas trop, et alors, c'est peut-être pas leur métier non plus, mais c'est vrai que
sur toute la partie digitalisation de la fonction juridique, je trouve qu'on n'entend pas trop les avocats. Alors finalement, moi je serais intéressé, voilà, si... Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire sur cette partie digitalisation, justement ? Il pourrait effectivement, je sais pas, créer des écosystèmes un peu de l'innovation, finalement. On le fait parce qu'ils ont parfois des moyens qu'on n'a pas, hein, clairement. Alors, je parle des gros cabinets, hein, mais ou une veille juridique, effectivement, qui demain, finalement, pourrait, on a beaucoup parlé au début, l'intelligence artificielle, c'est la fin des juristes. Oui, la fameuse légende. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé... on recrute plus de juristes aujourd'hui qu'on en recrutait il y a 5 ans. Bon, il y a des nouveaux besoins, c'est pas arrivé. Par contre, je pense que clairement, il y a un besoin. Il y a des juristes qui veulent plus se consacrer à des tâches trop répétitives. Et je pense que vraiment là-dessus, on a peut-être des nouvelles offres à construire avec des outils. Et qu'effectivement, peut-être les cabinets pourraient contribuer là-dedans. Et c'est vrai que nous, quand on est très dans l'opérationnel, en direction juridique, hein, on est dans le day-to-day, on a beaucoup de sollicitations. Et c'est vrai que si là-dessus, on a des cabinets qui nous disent, voilà, on a tel type d'offres un peu innovantes en termes d'outils, etc. à vous faire, voilà, moi, c'est quelque chose qui D'accord, ce serait intéressant. Que ce soit sur automatisation ou simplification des tâches à faible valeur ajoutée, ou la veille juridique, qui en soi, c'est de la faible valeur ajoutée dans la recherche, en tout cas. C'est l'information qui est de la valeur ajoutée. Totalement. Okay. Ouais. Très, très clair. On approche bientôt de la fin de ce podcast. Question peut-être un poil difficile, mais est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois qu'un cabinet ou qu'un avocat vous a tapé dans l'œil ? La dernière fois que vous vous êtes dit, tiens, ça c'est vraiment intéressant, ou j'aimerais bien parler à cette personne-là parce que ce qu'il vient de faire là, ça me parle. Donc quelqu'un avec qui j'avais jamais travaillé. Hein. Ouais, ou peut-être avec qui vous aviez un peu travaillé, ou même quelqu'un, si vous trouvez pas sur quelqu'un avec qui vous avez jamais travaillé, je dois en avoir. Vous avez travaillé. Je réfléchis. Ça peut être typiquement un article lu qui peut, je veux dire, tiens, c'est intéressant ce que raconte cette personne. Après, via LinkedIn, enfin, si on voit un petit peu, je sais pas, des choses assez innovantes qu'ont pu faire certains, ou des transactions un peu emblématiques, ça peut... Ça vous choque pas, vous, qu'un avocat parle de ses clients ? Non. Non, aucunement. Non, parce que je pense que... on sait tout ce qui... non, je pense que... moi, je pense qu'il faut un peu sortir de cette image de la déontologie de l'avocat un peu poussière. Voilà, on est... je pense que, déjà, ça s'est un peu ouvert, mais non, ça me choque pas. Alors, bien entendu, il y a des choses qui sont confidentielles. Bien sûr. Et on peut pas parler de ses clients si... les clients n'ont pas autorisé cette communication. Mais non, ça me choque pas, parce que je pense que, sans bien entendu trahir la confiance et le secret qui peut exister, il y a plein de choses qui peuvent être effectivement éventuellement partagées. Écoutez, génial. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces infos qui sont, à mon avis, très très pertinentes. Est-ce que, nous, on a coutume de laisser un peu le mot de la fin à nos invités. Est-ce que vous voulez garder le mot de la fin pour, je sais pas, vos équipes ou vos avocats ou pour la BPI ? Tout à fait. Écoutez, je pense que peut-être quelques valeurs, je pense, qui me tiennent à cœur et qui donc sont pour moi applicables, que ce soit à mes collaborateurs, à mes pairs, aux avocats avec qui on peut travailler. C'est l'humilité. Je pense que c'est important de rester humble, de rester curieux, de se dire que finalement on n'est jamais arrivé. C'est un voyage qui est continu, donc toujours vouloir apprendre. Moi, j'ai fait des choses différentes, je suis toujours resté, et je pense que c'est ce qui aujourd'hui fait la qualité d'un juriste aussi. La simplicité, la proximité avec les équipes. Et et je pense qu'effectivement, il faut... un bon juriste, c'est beaucoup de savoir-être aussi. Et ça, il faut... c'est beaucoup de soft skills, en fait. C'est beaucoup de... Et donc, je pense que c'est très important. Et aussi pour les avocats, finalement. Je pense qu'il faut... J'ai été impressionné, moi, par des avocats qui m'ont inspiré par leur talent de négociateur, sur des deals. Et c'est pas des choses qu'on apprend sur les bancs de la fac de droit. Donc, c'est vraiment toute cette dimension-là. Et puis, oui, je finirai par un petit mot pour mon équipe, avec qui je prends un grand plaisir à travailler tous les jours. Donc, je
les remercie de me supporter et de continuer à en croire à ce que je veux faire de l'équipe. Donc voilà, je leur fais. Et puis à tous les bien entendu, tous mes collègues de BPI France. Voilà. Écoutez, un beau mot de la fin, à rester humble, curieux, simple, cultiver le savoir-être. Et on passe optimiste, parce que c'est une des valeurs de BPI France. Bien sûr. Donc on y tient beaucoup. Et on salue toutes vos équipes et vos collègues de la BPI. Thomas Caviglioli, merci beaucoup d'être intervenu dans ce podcast. Et je vous souhaite personnellement le meilleur pour la suite. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!